Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire de l'Association canadienne de relations industrielles sur le syndicalisme en milieu autochtone. Good afternoon, everybody, and welcome to this webinar of the Canadian Association, Industrial Relations Association. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir parmi nous Monsieur François Beauchemin, qui est conseiller syndical et responsable des négociations du réseau scolaire de l'Association des employés du Nord québécois, de la CSQ. So I will be translating in English too. We are pleased today to welcome among us Mr. François Beauchemin, who is a union advisor and the supervisor of the negotiation in the school networks in the Northern Quebec from the Association of Employees of Northern Quebec of the CSQ. Je rappelle que ce webinaire fait partie de notre série de webinaires sur l'équité, diversité et inclusion de l'Association canadienne de relations industrielles. Nous avons déjà organisé un premier webinaire sur les communautés autochtones qui portait sur l'éducation et l'intégration sur le marché du travail. Aujourd'hui, le but est vraiment de se concentrer sur les liens entre le mouvement syndical au Québec et les communautés autochtones. Avant de céder la parole à Monsieur Beauchemin, j'aimerais préciser deux, trois éléments. D'abord, Monsieur Beauchemin va faire sa présentation en français, suivi des résumés en anglais. C'est vraiment très apprécié. Je pense notre participants anglophones vont aussi apprécier ces résumés. Mr. Beauchemin is going to give his presentation in French and summarize after each slide in English. So it's very much appreciated. Second point is that this webinar will be recorded. Alors, ce webinaire va être enregistré et déposé par la suite sur le site web de la CRI. Et dernier point, avant de céder la parole à Monsieur Beauchemin, c'est que nous avons sollicité la participation de plusieurs personnes issues de la communauté autochtone, sans réussir toutefois à trouver quelqu'un qui est prêt à participer. N'empêche, dans des initiatives futures, nous pouvons revenir sur le sujet avec des invités issus de la communauté autochtone. Alors, sans plus tarder, la parole est à vous, Monsieur Beauchemin, pour une présentation d'abord, et puis on ouvre par la suite la période de questions après la présentation. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Hi everyone. Je vais partager mon écran. Est-ce qu'il y en a qui ne vous verraient pas en ce moment? Bon, ça va pour tout le monde? Ça. Je vais essayer d'ajuster mon écran pour voir les visages quand même. Alors, vous avez déjà une petite présentation là, par série de mon parcours. Je vais quand même le faire rapidement, vous donner une idée de qui vous avez devant vous. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle et syndicale en enseignant chez les Inuits au Nunavik en 1998. Et la blague qu'on fait toujours, c'est qu'en descendant de l'avion, tout de suite, on m'a dit « Veux-tu être délégué syndical? » Alors, j'ai dit oui. Alors, dès mon arrivée, j'ai été impliqué dans le mouvement syndical chez les Inuits. C'est avec l'Association des employés du Nord québécois dès ce moment-là. Donc, vous allez voir au cours du parcours, là, dans les faits, c'est essentiellement 25 ans de syndicalisme en milieu autochtone que je viens vous présenter aujourd'hui. Donc, j'ai été délégué syndical dès l'arrivée. Dès 2004, j'ai été recruté à l'exécutif du syndicat. Dans mes tâches aussi, je suis devenu un membre fondateur de la table de persévérance scolaire au Nunavik, qui n'existait pas avant 2013.
de par mes fonctions politiques, ben, j'ai finalement été engagé comme conseiller syndical à l'AENQ en 2014 parce que dès 2004, j'ai été porte-parole et négociateur à nos 4 tables de négociation. Et c'est mon travail actuel à temps plein, des fois plus que plein. Et de façon bénévole, qui n'est pas dans mon parcours professionnel comme tel, mais je suis depuis près de 2 ans un participant bénévole au comité de relations avec les Autochtones du Parti québécois. So just a quick look at my experience in unionism in a Native context. I started my career as a teacher in Nunavik in '98, and basically as soon as I got off the plane, I was asked if I wanted to be the union delegate, so I said yes. I then went on to be part of the executive. I am founding member of School Perseverance Table in Nunavik. Since 2014, I'm now employed by the association as union advisor. Since from 2004, I've been negotiating our 4 collective agreements. So I'm the spokesperson. That's what I do right now as full time. And for the past 2 years, I've been a volunteer on the Native Relation Committee from the Parti québécois. So that's basically who you have in front of you today. Donc, juste pour vous donner une petite idée là, de ce que mon expérience est venue toucher en termes de syndicalisme en milieu autochtone, l'Association des employés du Nord québécois, d'ailleurs, on a fêté notre 50e anniversaire l'an dernier. Donc, c'est pas une association là, qui est récente. Donc, on a travaillé beaucoup dans le contexte autochtone. Alors, à l'AENQ, les membres sont des membres Cri, des membres Inuit, Atikamekw et évidemment allochtones. Donc, les employeurs qui sont touchés par ça, la Commission scolaire Kativik, la Commission scolaire Cri. On a aussi des membres chez les centres de petite enfance du territoire Yuschi. On a des écoles primaires, des membres dans les écoles primaires de Wemotaci, Opitwan. Et on avait, je vais le dire comme ça, on a déjà eu des membres Innu de Matimekouche-Lac-John qui se sont eux-mêmes désyndiqués. Donc, vous allez voir, ça fait partie des problématiques. Je le mets en référence, là, mais donc on est affilié à la FSE, la FP2S et la FIPEC qui sont tous au sein de la CSQ. So basically, who are the Association of Employees of Northern Quebec? We have members that are Cree, Inuit, Atikamekw, and obviously, I don't know if Allochton translates how it translates in English anyways, but basically people who are not Native. And they all work for either the Kativik School Board, the Cree School Board. We have members also in childcare centers in Iyushchi. We have members in primary schools in Wemotaci and Opitwan. And we do have former members, Innu, former members in Matimekouche-Lac-John. I put it there as reference. Obviously, we are affiliated with the FSC, FPSS, and FIPEC, which are all part of CSQ. It might seem weird that I talk about the legal aspect. Donc, ça paraît peut-être un peu bizarre là, que je parle de l'aspect légal, mais évidemment, nos membres, c'est important de comprendre qu'on a un encadrement législatif, là, non seulement pour la négociation, mais aussi les relations de travail. Donc, nos membres sont touchés par la Convention de la baie James et du Nord québécois, qui est très spécifique pour les cris des Inuits au niveau de l'éducation. Et donc aussi ce qu'on appelle la LIPASTIN, ou dans le jargon légal, là, la I-14, qui est la loi sur l'instruction publique pour les Autochtones Cris, Inuit et Naskapi. Donc, il y a une loi d'instruction publique spécifique à ces 3 nations-là. La loi 37 qui forcément touche les négociations du secteur public et parapublic. Alors, pratiquement tous nos membres sont touchés par cette loi-là. Et ce qui est particulier, c'est que dans cette loi-là, qui touche tout l'ensemble de la province, mais qui est spécifique aux négociations, elle a créé des comités patronaux de négociation spécifiques à la Commission scolaire Kativik et à la Commission scolaire Cri.
Donc, l'aspect légal des négociations dans ces deux contextes-là est très, très spécifique là, au niveau des Cris et des Inuits. Je mentionnais tantôt qu'il y avait aussi, qu'on avait aussi des membres qui sont dans des écoles primaires Atikamekw, à Wemotaci et Obidjwan. Bien évidemment, ces écoles-là, étant donné que les Atikamekw sont touchés par la fameuse loi sur les Indiens, que à chaque fois que je la nomme, ça me fait des palpitations, là. Mais bref, ils sont touchés par ils sont hors loi 37, comme on dit, donc ils sont touchés par le Code du travail au Québec. Mais sont touchés surtout par le Code Conseil canadien des relations industrielles, puisque ne sont pas touchés là, par la même loi d'instruction publique et la même loi au niveau des négociations. So just a quick note on the legal aspects of the members we defend. They are touched by the James Bay and Northern Quebec Agreement for the Cree, the Inuit, and the Naskapi. And they do have their own Education Act, which is the I-14, which is specific to those three nations. And when we do negotiate, we fall under Bill 37 that looks at after negotiation of the public sector. And what is special for the Cree and the Inuit is that Bill 37 actually created management committees specific to the Cree School Board and the Katvik School Board. So it's really special. We do also have members, namely the Atikamekw members in the two primary schools we have. They are outside of Bill 37, so they're touched by the Labor Code in Quebec and the Canadian Industrial Relations Council. Petit rappel, plus pour de l'information, il y a 11 Premières Nations et Autochtones au Québec. On dit Premières Nations et Autochtones puisque les Inuits ne sont pas dans l'Assemblée des Premières Nations, ne sont pas non plus couverts par la loi sur les Indiens. Et chose que beaucoup de monde ignore, mais c'est un élément important, les Inuits payent des impôts comme tous les autres citoyens qui ne sont pas sous la loi sur les Indiens. Donc, c'est important. J'ai quand même mis toutes les nations avec une petite idée géographique. Là. Je ne les passerai pas toutes je ne les nommerai pas tous, mais je vous ai mis en petite astérix rouge les membres qui nous touchent à la VNQ. Et alors voilà, pour les Premières Nations, les Autochtones au Québec. So just a quick information. These are the 11 First Nations in Quebec. I don't know if it's a sound in English, but basically the Inuit not being covered by the loi sur les Indiens do pay taxes, and they are a bit different because they're not part of the First Nations Assembly of Quebec. So that's why we have like two names to describe the 11 nations we have in Quebec. Alors évidemment, si on parle de syndicalisme au milieu autochtone, c'est qu'on est bien conscient que c'est pas facile. Alors, quels sont les obstacles au syndicalisme en milieu autochtone? Bien, le premier, je le nomme quand même l'aspect colonial, dans le sens que les premières réactions face à de la syndicalisation ou des activités syndicales dans le milieu autochtone, c'est de dire, ben ça, c'est une affaire de blanc, ça ne nous regarde pas, c'est pas de nos affaires, on veut pas être syndiqué, puis on voit pas qu'est-ce que ça apporte d'avantage. Donc, c'est encore très, très présent dans plusieurs nations. Je ne suis pas en mesure de vous dire, là, parmi les 11, à part ceux qui sont mes membres, dans quelle nation il y a clairement un milieu syndical. Donc, il y a certains endroits, évidemment, que cet aspect-là est tellement présent que toutes les tentatives qu'il y a eu de syndicalisation ont échoué. Alors, c'est encore très, très présent.
Évidemment, le contexte multiculturel et linguistique, un exemple qu'on a même aujourd'hui dans cette présentation-là, c'est impossible, peu importe la nation, de faire toutes les rencontres syndicales en français uniquement et même de le faire dans une seule langue, c'est impossible. Alors que même si on décidait de le faire juste en anglais, ben, c'est problématique non seulement au niveau de la compréhension, mais de l'intégration du contenu, mais il y a un aspect aussi de respect qu'il faut toujours considérer. Donc, c'est une des difficultés, c'est qu'on se ramasse souvent à faire des assemblées générales, juste des rencontres de présentation en 2, sinon 3 langues. Alors, c'est un petit peu pénible, non seulement pour ceux qui les présentent, mais pour ceux qui sont des participants. Alors, on a souvent des personnes qui sont présentes qui ne comprennent pas 2 langues sur 3. Alors, quand il y a une traduction, vous le savez, on écoute moins, donc ça crée une distraction qui n'est pas évidente. Le troisième point, parce que je ne les ai pas mis en ordre d'importance, mais l'éducation syndicale, c'est vital pour avoir un syndicalisme en santé, en milieu autochtone, c'est que justement, il faut s'assurer de partager les grands gains syndicaux qu'il y a eu au Québec ou ailleurs pour que les personnes concernées se rendent compte des avantages à être syndiqué. Et c'est non seulement une chose qu'il faut faire au départ, mais c'est continu, c'est de l'éducation vraiment continue. Parce que souvent, c'est la réaction, c'est de dire, ben ça sert à quoi? Le classique, c'est de dire, ben j'ai une déduction sur ma paye, ça me dit syndicat, c'est quoi cette affaire-là? Alors, on est loin en termes d'éducation de connaître la formule RAND et tout ce qu'il y a en arrière du mouvement syndical. Là. Donc, il y a une grande nécessité d'éducation. Quatrième, évidemment, obstacle, c'est les employeurs autochtones, dans le sens qu'on se ramasse, puis ça va quand même avec le dernier aussi, là, dans la grosseur des communautés. On se ramasse très, très souvent où les employeurs sont autochtones et que les membres, étant eux-mêmes autochtones, mais font face à un malaise de devoir contester certaines décisions ou modalités, parce que non seulement c'est des personnes du village en tant que tel, mais même souvent, on se ramasse avec un employeur, le superviseur est autochtone et l'employé aussi, mais sont dans la même famille. Alors, de venir faire un grief contre ton père ou contre ton voisin ou contre ton cousin, c'est souvent très, très compliqué. Et là, je ne vous parle même pas de harcèlement psychologique. Vous pouvez certainement penser à quelles sont les difficultés à ce niveau-là. Alors, évidemment, ça va avec la grosseur des communautés parce que plus le village est petit, plus cette situation-là est présente. Alors, on a souvent des gens qui vont nous appeler parce qu'ils vivent une problématique en relation de travail. Et quand on leur dit, ben, c'est quoi la solution, ils décident de ne rien faire parce qu'ils ne veulent pas justement avoir une problématique personnelle avec les personnes qui sont impliquées. I've said a lot of things in French, so I'm going to go for those 5 points. Obviously, when you first talked with somebody from the First Nations about union, the first aspect is, well, that's a white person thing. I don't want to know about that. I'm not interested. So obviously, this is present a lot. The second one is obviously the language issue, the culture, but the language issue mainly is that we're facing general assemblies where it's not only impossible to have it in one language, and a lot of times you have to do it in 3. Like for instance, when we're dealing with Katvik, all the general assemblies are in French, English, and Inuktitut. So that's pretty rough because it triples the amount of time that you need. And when you're talking in French or English, let's say, that's my example. If you're talking in French or English, the Inuit will have a tendency to not listen because they know
it's going to be done in Inuktitut. So it's kind of a distraction. The third one, which is most likely the most important one, is that you need union education in terms of what were the battles and the victories that were made from either their specific union or others in Quebec, so that people will know what it's for and what's the advantage of being in a union. The fourth and the fifth one are basically linked together because it's really difficult in a small milieu where, for instance, the employer is your father and you have to make a grievance as a union member. So we have a lot of that where it's your immediate family, your friend, your neighbor. So when you're facing difficulties, one against the other, sometimes we have members that call us, they expose a problem. And when we say that, well, we're going to have to file a grievance on that, once they understand that it's going to be them against their dad or their uncle or their neighbor, they just said, forget it, I don't want to do anything about that. And obviously this issue is linked with the size of the community. If you're in Kuujjuaq, there's less chances than if you're in Ivoyevik when the community is like 10 times smaller. So those are very big issues. Alors, c'était les obstacles, mais quelles sont les pistes de solutions qu'on peut avoir? Parce qu'évidemment, il y en a des solutions. Alors, la première, comme je l'ai mentionné tantôt, ça prend beaucoup d'éducation, d'information. Et c'est pas, quand je parle d'information, ce n'est pas seulement que d'envoyer des documents, parce que souvent, ça n'a aucune utilité. On envoie des tonnes de documents et si les documents ne sont pas lus, ça ne donne rien. D'ailleurs, dans les dernières années, on s'est rendu compte que justement, quand on voulait donner de l'information, on était mieux de faire des petites capsules vidéo et même de partager ça sur les médias sociaux. Beaucoup plus facile de cliquer et d'écouter la vidéo, peu importe de quelle longueur, mais on essaie de faire des petites capsules. Donc, c'est une façon d'avoir de l'information rapide qui ne demande pas autant d'implication que de s'asseoir et de lire un document pour le comprendre. Donc, ce point-là est primordial, éducation, information. Deuxième point, l'accompagnement, évidemment. Je repense à ça, là, je vais faire chaque point un petit peu en anglais parce que de faire tout à la fin, c'est peut-être trop d'un coup. So basically, I'm going to do each point a bit in English after that. Of course, education, like I mentioned before, really important. And for information, we realized in the last few years that instead of sending documents to inform the members about their rights and stuff like that, that we're better off creating some small video capsules that we either put on social networks or send by email. It's much better if the person can just click and listen and watch what's going on about this information than having to sit down and read the whole thing. Sometimes it doesn't help too much. So a lot of education and information in the most practical way. Alors, deuxième point, l'accompagnement. Bien, évidemment, quand on veut intégrer un syndicat en milieu autochtone, bien, ça prend non seulement un syndicat qui aide ces membres-là, mais ça prend carrément des délégués, des personnes qui s'impliquent dans la structure syndicale, qui sont eux-mêmes autochtones. Alors, le départ de ça, parce qu'il y a une espèce de... On se retient beaucoup à s'impliquer. Hein, l'implication est difficile, alors ça prend de l'accompagnement. Autrement dit, chez nous, on s'assure que s'il y a un délégué syndical qui vient du Sud, qui est allochtone, disons,
qu'il y ait un délégué substitut qui soit de Première Nation, des Autochtones, parce que ça permet d'accompagner la personne et d'apprendre à mesure. Ça fait partie de l'éducation aussi. Mais de demander qu'il y ait un délégué syndical, donc qui est le responsable dans le milieu, qui vienne des Premières Nations, des Autochtones, c'est difficile. Il n'y a pas encore, malgré que ça fait 50 ans de notre côté, il n'y a pas encore ce réflexe-là de se présenter, d'être élu pour prendre ce rôle-là. So obviously, if you want to have First Nations in your union, not only as members, but as delegates or as executive, you need to make sure that you give them mentoring or you accompany them in that task. So whenever you make an election and the delegate that's selected is from the South, non-native, you need to make sure that either a substitute or a co-delegate comes from the nation. That's the way you're going to make sure that they learn and that they get involved as well. Le troisième, c'est un petit peu délicat, mais ça reste qu'on est là aussi. De la discrimination positive, ben, des fois, on peut mettre dans des règles que tel poste ou tel autre poste est réservé à la nation, précisément. Comme je disais tantôt, l'implication directe dans des rôles syndicaux, c'est pas un réflexe chez les Premières Nations. Parce que, justement, comme je disais au début, là, dans l'aspect colonial, il y a une espèce de crainte que, étant donné que c'est quelque chose qui vient des Blancs, que ce soit difficile pour elle ou pour lui. Donc, c'est important, pas nécessairement important, mais c'est une des pistes de solution d'avoir une règle de discrimination positive à cet effet-là. So, obviously, sometimes we can see spots in directives or modalities where you have a positive discrimination. Like if you say, well, this position will be reserved for the Cree or for the Inuit or whichever nation. It's a way to make sure that you do have representatives from the nation, because otherwise they might not go for it. Quatrième, évidemment, ça touche peut-être plus les nations là, de l'association de l'ANQ, en fait, parce qu'il y a d'autres Premières Nations qui sont plus près des grands centres, disons-le comme ça. Mais chez nous, les villages sont très éloignés, non seulement les uns des autres, mais des grands centres. Donc, c'est primordial que ce soit l'exécutif, que ce soit d'autres affiliés, qu'il y ait une présence physique du syndicat dans les communautés. Parce que c'est toujours à ce moment-là, quand il y a un échange en personne, que le syndicat devient réel, que ça devient vrai. Autrement, il y a comme syndicat, c'est quelque chose qui existe sur un site web, puis moi, je ne connais pas trop ça, à part que j'ai des déductions sur ma paye. So I put it there for our members in the ANQ because obviously they're in the far north. Which might be a bit different from other First Nations who are closer to Montreal or Quebec. So it's really important to have a physical presence in the community as a union, because that's when the members, the First Nation members, realize that the union is something real. It's not just something that I see on a website and that has deductions on my paycheck. Le cinquième, les tournées, ça va un peu ensemble. Hein, c'est d'organiser, dépendamment du nombre de communautés. Évidemment, là, je parle de notre réalité. Pour les autres nations, il y a quand même moins de communautés, donc c'est peut-être plus simple à ce moment-là. Est-ce qu'on se rend compte que la présence physique, ça ne peut pas être juste, OK, on va aller dans telle communauté cette année, alors que je prends juste mon exemple, là, mais chez nous, on a 1600 membres qui sont répartis dans 27 communautés en tout.
Alors, on ne peut pas faire une rencontre par année dans une communauté. Il y a vraiment besoin de voir plus de membres chez nous. Donc, une tournée. On a fait ça souvent. On est en train de regarder là, pour organiser la prochaine, c'est-à-dire qu'il y ait des membres de l'exécutif et des conseillers qui partent en avion ou en auto, dépendamment, mais qui vont faire la tournée de plusieurs milieux de travail dans les communautés. So obviously, another solution is to make a tour. It goes with the physical presence. Like I mentioned, we have like around 1,700 members that are spread across 27 communities. So for other First Nations, maybe it's easier because there are less communities. But for us, we cannot just make visit only one community per year. We sometimes have to make tours where we leave either by plane or car, where we visit a big number of communities in a few weeks altogether. So the physical presence is maximized at that point. Le sixième que j'ai mis là, le principe de la carotte, c'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur parce qu'on se dit, là, on a-tu besoin vraiment de ça? Mais oui, malheureusement, on a besoin de ça. C'est comme si je suis présent dans une communauté, je peux pas juste dire que je vais être présent. Il faut que je dise, il va y avoir des viennoiseries ou un petit buffet, des sandwichs, des choses comme ça. Ça paraît trivial, mais ça fait une grosse différence. De dire, on a une rencontre syndicale, il y aura un goûter, il y aura même des prix de présence, des fois. On n'a pas le choix, il faut se rendre jusque-là. The sixth one is something that we don't really like talking about, but it is there. It is something that is a solution. And it helps that if you do call for a general assembly or if you're having a tour or something like that, you cannot just say that we will be present in the school or whatever the workplace. You have to give something else at the same time. So like a buffet or just drinks or anything, but you have to give them an incentive to be present at that particular meeting. And it does work, unfortunately or fortunately, but it does work. Et le dernier, évidemment, ça va avec l'éducation, avec l'information, mais c'est quelque chose qui est très important. On l'a vécu chez nous dernièrement. Les solutions qui vont aider le syndicalisme, c'est aussi en lien avec ce qu'on obtient en gain au cours des négociations. Parce que plus on est en mesure d'obtenir des gains qui sont, oui, pour l'ensemble de nos membres, mais même des gains qui sont spécifiques à la nation comme telle. Je peux vous donner un exemple. Chez nous, évidemment, on a des modalités dans nos conventions collectives qui parlent de disparité régionale. Alors, chez nous, les disparités régionales, c'est extrêmement important. Alors, si je suis en mesure de dire que dans la négociation, par exemple, j'ai obtenu une subvention pour le logement, parce que chez nos employés, chez les membres, en fait, quelqu'un qui est engagé de Montréal, par exemple, pour aller travailler à Coudjouac, la commission scolaire, dans ses conditions de travail, lui fournit un logement meublé. Mais les Inuits qui font la même job que la personne qui est engagée de Montréal n'ont pas de logement fourni. Ils sont pas fournis par la commission scolaire. Alors, dans les disparités régionales, il y a ça dans les conventions collectives que les logements sont fournis pour ceux qui sont embauchés à plus de 50 km. À la dernière ronde de négociation, j'ai obtenu, je dis j'ai parce que je n'étais pas de parole, mais on a obtenu une subvention pour payer le logement pour les membres Inuits qui n'étaient pas embauchés à plus de 50 km. Alors, évidemment, quand tu peux annoncer des gains comme ceux-là en disant le syndicat a obtenu ça pour vous, c'est évidemment quelque chose qui est très bénéfique au mouvement syndical. So, the last one, obviously, is
whatever you can get in negotiations for all the members, obviously. But if you can get things that are specific to the nation itself, for the members that are, let's say, Inuit or Cree or whomever. And a good example for the members that I have in AENQ, we talk a lot about regional disparities. So, for instance, the example I gave is that when a teacher is hired from Montreal to go work to Kuujjuaq, the school board will give that person a housing. So it's paid for in the collective agreement for the people that are hired from more than 50 kilometers away. So obviously, based on that, an Inuit teacher hired on the spot will not have access to housing paid by the school board. So last negotiation round, one thing that we obtained in negotiation was a subsidy for each member that lives in the community, a subsidy to pay their housing. So obviously, when you get a gain like that, the Inuit or the First Nations are really happy to get it. And they realize, okay, it's because of the union that I got that. So it's a big plus in terms of the union. I have a feeling I went really fast and I said a lot of things with the time allotted. So I'm not sure how it's going to go. But basically, as a former teacher, to me, it's really important to go with as many questions and discussions as we can. Donc, j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps, mais bref, comme ancien prof, pour moi, c'est très, très, très important, les questions, les périodes d'échange. Donc, voilà, je vais arrêter le partage. Oui, merci beaucoup, Monsieur Beauchemin, pour cette présentation riche qui a touché aux problématiques et aux solutions aussi adoptées durant les dernières décennies en syndicalisme au milieu autochtone. Alors, comme vous l'avez mentionné, on ouvre maintenant la période des questions et vous pouvez poser vos questions aux participants, participantes à l'oral ou aussi, si vous préférez, par écrit dans le box de chat. Oui, Monsieur Mallette. Oui, merci pour l'organisation et la présidence. Je n'ai pas compris le cadre législatif. J'ai tout le temps cru qu'un autochtone, à titre de salarié, était régi par le Code canadien du travail, mais ça ne semble pas être le cas. Oui. Bon, alors, dans les membres qu'on représente chez les Cris et les Inuits, la Convention de la baie James, la loi sur l'instruction publique pour ces nations-là, est venue créer la loi 37. Et la loi 37 qui régit les négociations dans le secteur public et parapublic au Québec. Mais dans cette même loi-là, dans la loi 37, il y a une partie qui vient dire que les Cris et les Inuits ont leur propre comité patronal. Et comme vous savez peut-être, la Convention de la baie James est au-dessus de bien des lois. Elle passe en premier. Et comme il y avait aussi, les Inuits ne sont pas sous la loi sur les Indiens. Alors, juste à cause de ça, ils ne sont pas soumis au Code canadien. Alors, dans le cas de nos membres qui sont Cris et Inuits, c'est pour cette raison-là qu'ils sont sous le Code du travail du Québec et la Convention de la baie James. Quelle est l'implication alors du Conseil canadien des relations industrielles? Bien, pour ces membres-là, il n'y en a pas. Par contre, pour les membres qu'on a qui sont des écoles des communautés Atikamekw, eux, c'est directement le CCRI qui est impliqué. Donc, la loi 37 ne s'applique pas chez eux. Le Code du travail du Québec. Bon, des avocats spécialisés vous diraient qu'il y a des choses qui s'appliquent quand même, là, mais c'est vraiment à ce moment-là le CCRI qui s'applique. Merci. Une autre question de la part de Blandine.
Oui, bonjour et merci pour l'organisation de ce webinaire. Je m'excuse pour mon retard, j'étais dans une autre réunion. Ma question va être un peu plus sociologique. Je me demandais dans vos observations, dans votre travail avec ces membres, si au lieu de leur proposer des pratiques syndicales comme nous le faisons toujours, c'est-à-dire qu'on arrive avec des pratiques syndicales, s'il y avait des pratiques chez eux qui pouvaient donner des idées nouvelles par rapport aux pratiques syndicales qu'on pourrait développer. Je me demandais s'il y avait quelque chose de bidirectionnel dans leur manière de faire. Peut-être qu'ils en veulent pas du syndicalisme. Je m'excuse pour peut-être cette petite provocation amicale, mais peut-être qu'ils en veulent pas. Mais est-ce qu'il y aurait des alternatives qu'on pourrait voir chez eux et dont on pourrait apprendre? C'est certain, comme à l'exécutif du syndicat, on fait en sorte de s'assurer de leur demander justement ce genre de choses-là, de les consulter, de dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour ci, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, de votre côté, avez-vous des idées, etc., etc. Et c'est là que les obstacles que je mentionnais tantôt apparaissent. C'est là que je suis pas très à l'aise en français, je suis pas très à l'aise en anglais, donc je veux pas dire qu'est-ce que je proposerais autrement qu'en cri ou une tutute, mais là, j'ai peur que ça soit mal traduit, donc qu'est-ce que je fais? Je dis rien. Ça arrive très souvent, malheureusement, ce genre de réaction. Et comme j'ai mentionné au début, on avait des membres Inuits de Matimekouche-Lac-Jean. Et pourquoi je dis on avait, c'est que ils ont décidé de se désyndiquer parce que, justement, il y avait eu des obstacles, comme je mentionnais tantôt, qu'il y avait des guerres au sein de la même famille, entre membres et leurs superviseurs. Alors, dès ce moment-là, quand on demande à ce genre de personnes-là, on dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le syndicat, pour que ça soit plus en fonction de vos besoins, ben, on revient toujours à la négociation. Donc, c'est pour ça que, justement, si on a une ronde de négociation, bien, quand on fait la consultation, s'il y a des choses qui transparaissent dans la consultation qui sont spécifiques à la nation, à l'exécutif syndical, ça devient la priorité. Parce que justement, la pire chose qui peut arriver, c'est une ronde de négociation où il n'y a rien de spécifique à eux. C'est sûr qu'ils vont avoir les mêmes augmentations salariales, mais s'il n'y a pas des gains qui vraiment viennent les chercher eux spécifiquement, c'est très difficile. Mais il y en a, ils sont assez rares, mais c'est ça qui est intéressant quand ça se passe, qu'ils vont décider de dire, ben, moi, j'aimerais ça m'impliquer, mais je ne sais pas comment. Et là, c'est la perche étendue, là, c'est comme, ah, OK, là, toi, tu veux, viens-t'en, on va t'arranger ça, je vais t'accompagner, je vais te donner toute l'information dont tu as besoin. Mais ouais, c'est difficile, l'implication et de sortir d'eux-mêmes des solutions, là, c'est un obstacle assez intéressant. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Blandine. Je peux en profiter? Bien sûr. J'ai Bien sûr. tellement de questions, je trouve ça intéressant. En fait, vous parliez d'éducation tout à l'heure. J'étais à une conférence récemment et puis il y avait un groupe de moines thaïlandais qui présentaient quelque chose de similaire pour essayer d'accéder à un groupe très atteint par la pauvreté dans une région thaïlandaise et il parlait justement de l'éducation et de l'utilisation de YouTube, des capsules vidéo, etc., pour essayer d'atteindre cette population et de les réunir, de les rassembler. Je me demandais si vous faisiez un sondage ou en tout cas une évaluation de ces types de ces modalités, en tout cas de ces modes d'apprentissage, de sensibilisation, s'il y a un retour positif ou si vous observez quelque chose par rapport à ça, s'il y a un suivi. Parce que je me demandais justement à quel point ces modes d'apprentissage étaient effectifs pour des personnes qui peut-être n'y penseraient pas parfois, alors que pour nous, ça semble logique de faire un Zoom, un webinaire, etc.
Oui, bien, on s'est rendu compte justement rapidement que dans nos communautés, en tout cas, là, c'est certainement pas la même chose dans toutes les Premières Nations, mais dans nos communautés, la vitesse et la fiabilité d'Internet étaient très problématiques. Alors évidemment, quand Zoom est arrivé, hein, parce que nous, on l'a vu venir bien avant la pandémie, là, cet outil-là, comme étant important chez nous, mais rapidement, quand on a essayé, on s'est rendu compte, non, les vitesses d'Internet dans ces milieux-là ne sont pas encore assez efficaces pour ça. C'est pour ça que des capsules vidéo qui sont soit téléchargeables ou sur les réseaux sociaux, ben des fois, à certaines heures, de certaines façons, c'est plus facile pour eux d'aller chercher des capsules. Mais les Zooms, encore maintenant, à fin 2022, pour certains endroits, c'est compliqué. Je vous dirais qu'au Nunavik, quand je suis arrivé en 98, on parlait déjà de fibre optique pour l'Internet au Nunavik. La première communauté a été reliée à la fibre optique l'année dernière. 98, 2021, vous voyez un petit peu la vitesse des choses. Donc, oui, pour répondre simplement, là, oui, évidemment, on fait des consultations sur est-ce que ça a bien fonctionné, est-ce que c'était utile pour vous, etc. Évidemment, on fait toujours ça, mais la technologie n'est pas encore au même niveau dans le Nord, disons. Excellent, merci. Une autre question de la part de Maxime. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez parlé donc d'obstacles au syndicalisme, puis je me demandais aussi par rapport en fait au cadre du droit du travail, est-ce qu'il y a aussi des enjeux où, par exemple, chez ces communautés-là, vous mentionnez par exemple le fait que si l'employeur, c'est mon voisin, on n'a pas envie de passer par les mécanismes institutionnalisés prévus par ce qu'une convention collective prévoirait, puis après ça, s'en aller, par exemple, en arbitrage. Est-ce qu'il y a justement ces espèces de manières de faire de contournement, finalement, des voies de contournement du droit positif tel qu'il existe? Très bonne question parce que le timing est vraiment bon par rapport à ça parce que des façons de contourner, pas vraiment. Par contre, on vit une problématique majeure en ce moment même. Évidemment, on a accès aux greffes de l'éducation, comme les autres syndicats d'enseignants ou de personnel de soutien, c'est sûr. Par contre, je prends la commission scolaire CRI comme exemple. Dans nos conventions, c'est mentionné que les arbitrages doivent être dans la communauté d'Otjibougou. Il y avait une volonté de la commission scolaire CRI que la justice CRI soit sur le territoire CRI. Alors, il y a plusieurs années, c'était raisonnable, je vais utiliser ce mot-là. Là, on a un problème, c'est que sur le territoire CRI et Otjibougou, c'est Air Québec qui est le transporteur aérien. Et dans le temps, ce qui était possible de faire, c'est d'arriver le matin à Otjibougou avec l'arbitre, avec les conseillers, syndicaux, patronaux, etc., faire notre arbitrage de la journée et repartir le jour même par avion. Il y a 2 ans, Air Québec ont modifié leurs horaires d'avion. Donc, il fallait coucher une journée à Otji si on voulait aller faire un arbitrage. C'était problématique pour les arbitres qui, eux, ont un agenda qui ne leur permet pas nécessairement d'avoir 2 jours sur un dossier alors qu'ils pourraient en faire ailleurs. Mais là, le problème est encore augmenté cette année. On ne peut arriver à Otjibougou que le mercredi matin. On ne peut pas repartir avant le vendredi soir. Alors, on se ramasse avec des situations où on veut mettre un grief en arbitrage et il n'y a aucun arbitre qui veut prendre le dossier. Alors, juste ça, en termes on va dire, d'administration de la justice là, dans l'arbitrage, c'est très, très difficile. Et on est là en ce moment. C'est pas quelque chose qui est du passé. On vit ça présentement. Donc, des contournements du greffe, ce que ça nous pousse à faire, c'est essayer vraiment de faire le plus possible d'entente hors cours. Mais pour ça, ça prend de la volonté des 2 bords, ce qui n'est pas toujours le cas.
D'accord, merci. Et je prends une question de la part de Madame Émilie Génin. Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais votre membership, c'est quoi la composition en termes Inuit, autochtones, allochtones? Bon, alors, on a des enseignants et du personnel de soutien scolaire dans les commissions scolaires, là. Au niveau des enseignants, c'est à peu près 50-50. Donc, 50% d'Inuit, 50% d'Allochtones. Au niveau du personnel de soutien, c'est beaucoup plus de 90% autochtones, 10% allochtones. On est dans ce pourcentage-là. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Est-ce Beauchemin? que je peux faire un petit commentaire peut-être, Sari? Oui, bien sûr, Blondine. Merci. Non, j'écoute vos réponses, Monsieur Beauchemin. J'entends beaucoup de problèmes. J'entends un problème un peu systémique, c'est-à-dire qu'on a des choses qui vont parfois au-delà du syndicalisme, manque de ressources ou de développement de capacités que vous essayez de mettre en place, mais vous bloquez sur par exemple, l'accès à la technologie, le transport. Et je voulais juste le souligner parce que dans le cadre de ces webinaires, nous essayons justement de comprendre quand est-ce que il y a des effets systémiques qui impactent sur le syndicalisme ou sur l'éducation de différents groupes de personnes concernées. Donc, je trouve que je vois vos réponses aller dans ce sens où il y a des choses que vous ne contrôlez pas, en tout cas, et vous luttez contre ça. Donc, merci pour cet éclaircissement. C'est un très bon commentaire. D'ailleurs, ça me permet de donner un autre exemple. Dès 2007, il y a eu une conférence qu'on appelait Katimayit. C'est une conférence qui a eu lieu à Kuujjuaq, où il y avait des représentants de tous les paliers gouvernementaux, etc. Mais dès ce moment-là, on identifiait la problématique d'accès au logement pour les Inuits, et non pas pour ceux qui viennent d'ailleurs, qui manquait 1200 logements pour 13 000 habitants. Ça vous donne une idée, là? Et ça fait 15 ans de ça, cette conférence-là. Et la problématique de pénurie de logement, elle est pire qu'elle était encore. Alors, ce n'est pas spécifiquement syndical, sauf que quand on se ramasse avec une dichotomie au niveau des modalités où on a un employeur à la commission scolaire qui fournit un logement à ceux qui arrivent de loin, qui ne sont pas Premières Nations, et que dans la même communauté, nous avons des membres qui, eux, sont 10 dans une maison avec 3 chambres parce qu'il y a une pénurie de logement. Ça crée un contexte là, pratiquement d'affrontement, dans le sens que je ne veux pas utiliser le mot jalousie, mais c'est un peu ça pareil. J'ai deux membres qui font exactement le même travail, dans le même milieu de travail, mais il y en a un qui est tout seul dans un 5,5 et l'autre vit à 10 dans une maison de 2 chambres. C'est sûr que ça crée ça a des impacts sur la vie syndicale, là, c'est certain. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont externes au syndicalisme, mais qui viennent mettre de la pression sur la réalité syndicale. Excellent, merci. D'autres questions? Des commentaires, interventions? Je vais dire une dernière chose. Oui. Si vous voulez peut-être écrire une chose, écrivez aenq.org. Alors, si jamais vous dites « Ah, j'aimerais ça lui poser une question, j'ai oublié de le dire », ben, vous allez trouver mon adresse courriel sur ça, sans problème, et ça va me faire extrêmement plaisir de répondre à vos questions là-dessus. C'est bien apprécié, Monsieur Beauchemin. Alors, il ne reste que de vous remercier pour cette présentation riche et de remercier aussi les participants pour les commentaires et les questions. Comme mentionné au tout début, ce webinaire a été enregistré. On va la déposer par la suite sur le site web de l'association. Alors, merci encore et bonne fin de journée. Merci à tous. Bonjour.